Antenne dans 2 minutes. Ça va, c'est pas trop fort? On va commencer ? Bonjour à tous. Nous allons commencer cette causerie. S'il vous plaît. Vous êtes filmés. Juste pour votre information, grâce à l'équipe là-bas, et merci Nicolas, merci Mathieu, merci Pascal, toute l'équipe. C'est une première pour les causeries. C'est une première pour les causeries puisque on a diffusé le lien pour que cette causerie soit visible partout en France, dans tous les saisis, via un lien. Donc c'est quelque chose que l'on essaye aujourd'hui. J'espère que de l'autre côté, derrière vos écrans, il y a quelques personnes. Et l'idée c'est de généraliser cette pratique pour les causeries de l'année prochaine, avoir l'intégralité du cycle en direct live. Voilà pour la petite parenthèse. Donc, aujourd'hui, je vous propose une question. La réindustrialisation de la France est-elle possible ? Alors, c'est pas anodin que ça se fait aujourd'hui. Vous le savez peut-être déjà, mais cette semaine, c'est la semaine de l'industrie. Un certain nombre de manifestations, alors des visites d'entreprises, des conférences comme celle-ci, des expositions sont organisées partout en France pour essayer de dynamiser un peu l'attrait de l'industrie. Donc l'intérêt de cette causerie, c'est de regarder un peu et de poser cette question sur cette fameuse réindustrialisation. Alors, je vais commencer par quelques chiffres pour vous donner un peu une idée de l'industrie actuellement en France. 870 milliards de chiffre d'affaires. Alors ça vous parle peut-être pas beaucoup. On va voir ce que cela représente dans notre économie. 235 000 entreprises. Donc il y a du travail dans les entreprises manufacturières. 235 000 entreprises, donc les grands groupes, les PME, les micro-entreprises de tout secteur d'activité, donc l'industrie manufacturière, mais y compris le BTP. 235 000 entreprises, ça représente 2,7 millions de salariés directs. Alors ce qui est intéressant, c'est pas forcément ce Polaroid à l'heure actuelle, c'est un peu la tendance. Alors si on fait beaucoup d'activités effectivement sur l'industrie, c'est que l'industrie se porte pas très bien en France depuis un certain nombre d'années. Donc là vous avez un graphe, je vous en montrerai 2 ou 3 autres qui sont tous à peu près de la même teneur, guère optimiste. Là, ce graphe présente donc le nombre d'emplois dans l'industrie en France métropolitaine. Vous voyez, depuis 81 jusqu'à 2013. Et là, c'est encore, ces derniers temps, encore chuté. Le nombre d'emplois directs dans l'industrie est en constante diminution. Alors, il y a juste après-guerre, il y a une personne à peu près sur 3-4 qui travaillait dans l'industrie, l'autre partie dans l'agriculture. Et maintenant, à l'heure actuelle, 12% environ des emplois salariés sont dans l'industrie. Quand on parle de l'industrie, vous voyez une décomposition. Donc, on verra ce que cela représente, mais les industries agroalimentaires sont en grande partie très pourvoyeurs de main-d'œuvre, de salariés. Vous avez derrière la métallurgie, les produits métalliques, l'industrie automobile et ainsi de suite. Vous avez une décomposition de tous les secteurs. C'est juste pour votre information, pour que vous ayez une petite idée de quoi on parle quand on parle d'industrie en France. Alors, le PIB, est-ce que ça vous parle le PIB ? Produit intérieur brut, bravo. C'est un indicateur qui mesure l'activité économique d'un pays. Alors,
tous les pays calculent leur PIB. Dans le PIB, on va mettre tout ce qui contribue à la valeur créée par un pays. Donc tout ce qui est valeur ajoutée pour l'industrie manufacturière, mais on va retrouver tout ce qui est BTP, tout ce qui est administration quand il y a une création de valeur ajoutée, tout ce qui est commerce, etc., etc. Donc, en France, il y a deux locomotives sur le PIB à l'heure actuelle. En termes de création, une des premières locomotives, c'est l'immobilier. On vend, on achète des appartements, des biens immobiliers, ça crée de la valeur, il y a de l'argent qui tourne. Le deuxième, c'est le tourisme, avec bien sûr la France qui est une destination privilégiée pour le tourisme mondial. Donc on a des gens d'extérieur qui viennent chez nous dépenser donc, dans les restaurants, dans les hôtels, dans les différents commerces. L'industrie, bien sûr, participe à la création de ce PIB à hauteur de 10% seulement. Il y a quelque temps encore, on était à 30% du PIB. Donc, toute la création de valeur ajoutée en France est... la création de valeur ajoutée passant par l'industrie manufacturière est de 10% seulement. Alors, à titre de comparaison, l'Allemagne culmine à peu près à 20%, l'industrie automobile notamment, mais il y a toute une structure manufacturière, toute une structure industrielle qui permet à l'Allemagne d'être largement au-dessus de la France en termes de création de valeur industrielle. Un autre de nos voisins, en revanche, l'Angleterre, qui depuis maintenant quelques années a vu ses industries disparaître. Il y a 20-30 ans, voire auparavant, l'industrie anglaise, l'industrie de l'automobile, il y a des célèbres marques d'automobiles anglaises qui ont disparu, qui ne sont plus produites en Angleterre. Il y a l'industrie de l'extraction du charbon, il y a plein d'industries qui ont disparu en Angleterre. Et dans les années Thatcher, l'Angleterre a massivement parié sur l'économie financière. Augmentation de l'économie financière et l'industrie manufacturière qui a disparu. Et les Anglais commencent à avoir la même réflexion que les Français. 8%, 9%, 10% d'un PIB provenant de l'industrie, ce n'est pas suffisant. Donc on voit aussi l'industrie anglaise commencer à redémarrer, à avoir de nouvelles pistes. Alors, vous voyez le graphe du PIB, le pourcentage du PIB, le pourcentage de l'industrie dans le PIB en France, est en chute libre depuis maintenant 1965. Je vous disais à peu près un tiers du PIB il y a 40 ans, 50 ans maintenant. Et maintenant à peu près 10%. Alors, la réindustrialisation est-elle possible? C'est une grande question. Je ne vais pas vous répondre par oui ou par non, je vais essayer de vous donner des éléments de réflexion. Et la première piste de réflexion, c'est déjà de comprendre les causes. Pourquoi on est dans une phase de désindustrialisation? Alors, vous allez certainement en citer quelques-unes, vous pouvez certainement en citer quelques-unes. Je vais revenir sur deux idées reçues qui ne sont pas forcément... vrai, alors il faut le prendre avec parcimonie, et avec un peu de recul, mais la première, c'est concernant le coût du travail. On entend souvent parler de l'industrie. L'industrie en France, elle diminue parce que le coût du travail est cher. Je vous présentais tout à l'heure en Allemagne le pourcentage de l'industrie manufacturière en Allemagne. Vous voyez le coût du travail comparé en zone euro, donc vous avez l'Allemagne, la France et l'Italie. Entre l'Allemagne et la France, le coût du travail est supérieur en Allemagne qu'en France. Donc, le taux de chômage est largement inférieur en Allemagne qu'en France. Donc, le coût de l'heure de travail, certes, c'est un problème, c'est quelque chose qui induit directement la compétitivité, mais ce n'est pas un critère décisif. L'autre idée reçue, c'est les délocalisations, le phénomène de délocalisation. La délocalisation, c'est simple, c'est vous prenez un bout de production
une ligne de production, une usine, et vous la transportez dans un autre pays. Finalement, donc là je vous donne un chiffre qui a été constaté par un cabinet qui s'appelle Trendéo, que je citerai plusieurs fois puisqu'on travaille beaucoup avec ce cabinet. On estime à peu près seulement 2,3% des suppressions d'emplois qui sont liées directement aux délocalisations. Très peu de délocalisation. En fait, et quand il y a des délocalisations, ce n'est pas du tout en Chine ou vers des pays exotiques. Hein, c'est généralement dans le Benelux, en Allemagne, en Italie, proche de chez nous. La désindustrialisation n'est pas due dans un phénomène de fond aux délocalisations, c'est tout simplement des usines qui ferment parce qu'elles ne sont plus compétitives, tout simplement. Alors après, sur des causes de la désindustrialisation, je vais vous en exprimer 3. La première, c'est il faut bien comprendre que l'industrie manufacturière, la production industrielle, ce n'est pas un long chemin tranquille, ce n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Il y a eu beaucoup de soubresauts. Là, vous avez l'évolution entre 90 et l'année dernière, 2017. Vous voyez, en termes de valeur de milliards de création. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez qu'il y a des éléments macroéconomiques que nous ne maîtrisons pas nécessairement. Certains, nous les maîtrisons, d'autres pas, qui provoquent ces chutes. Alors, vous n'étiez peut-être pas né en 90. Oui, non. 90, 91, jusqu'à 93, partout dans le monde, il y a une récession planétaire qui a largement influé sur la production industrielle. Tous les pays ont vu leur production manufacturière chuter à ce moment-là. Ce qui a créé donc notamment les taux d'intérêt qui ont largement chuté. Les taux d'intérêt chutant, les entreprises, les ménages n'investissent plus, piochent dans leurs réserves pour pouvoir s'acheter, pour pouvoir non pas investir, mais vivre au quotidien. Il y a eu une récession très marquée dans le BTP, le BTP faisant partie de l'industrie. Donc dans ces premières années, 93, vous voyez une chute brutale. Un lent réveil à partir de 93, 94. On remonte jusqu'à 98-99. Là, il y a eu quelques phénomènes de dévaluation. D'évaluation, à l'époque, on était toujours en francs. D'évaluation de la lire italienne, de la livre anglaise. Ce sont deux pays avec lesquels on échange beaucoup. Donc, le fait de cette dévaluation, nous sommes moins compétitifs. Chute de la production. Nouveau tour de vis en 98. Avec une politique de rigueur à ce moment-là pour que la France puisse respecter tous les critères demandés pour la création de l'euro. Début des années 2000, 2001, création de l'euro, un euro faible par rapport au dollar, ce qui permet d'exporter, et ce qui redynamise notre industrie. Et dès 2001, je cite l'entrée de la Chine dans l'OMC, dans l'Organisation mondiale du commerce, ce qui provoque quand même un certain nombre de changements. Il y a l'éclatement de la bulle Internet aussi qui fait qu'il y a pas mal de dégâts dans l'industrie. Et vous voyez donc des hauts et des bas. Le dernier, là vous le connaissez tous, hein, c'est 2008-2009, le grand crack mondial, avec l'effondrement de la production mondiale. Et depuis 2009-2010, vous voyez, encore en 2017, en France en tout cas, on est loin d'avoir récupéré notre niveau initial. Ce qui est inquiétant, parce que là je ne l'ai pas mis, mais dans un certain nombre de pays, l'Allemagne, l'Angleterre, la Chine, les États-Unis, ils sont déjà au niveau d'avant ce crack mondial. Donc vous voyez un certain nombre de causes de désindustrialisation qui ne sont pas forcément donc liées à la politique industrielle, à la vision de l'industrie, à la performance de nos entreprises, mais vraiment des phénomènes macroéconomiques. Une autre cause de la désindustrialisation, toujours macroéconomique. Alors on part toujours dans les années 70-80. À l'époque, en 70-80, donc il y avait un fort taux d'équipement de téléviseurs dans les ménages,
Il y avait une marque phare en France qui s'appelait Thomson. Alors il y en avait d'autres, RCA, Philips, des vieilles marques. Telefunken, vous en avez certainement d'autres, qui produisaient beaucoup. Là, je vous ai mis l'exemple d'un site industriel à Angers qui fabriquait plusieurs milliers de téléviseurs par jour dans les années 70-80, qui abritait 3500 employés. Grosse usine. Premier coup de semonce, dans les années 80-90, on a vu arriver les concurrents chinois. Jusqu'à présent, japonais. Les Japonais étaient peu représentés. Il y avait peu de marques japonaises et on a vu des marques nouvelles, donc Mitsubishi, JVC, Japan Victor Company, Fujitsu, NEC, Pioneer et un certain nombre, donc Sony, Sharp, etc., qui ont commencé à envahir le marché français et le marché européen. Une des premières conséquences de ça, c'est alors ils ne produisaient pas en France, mais ils produisent en Europe, un des constructeurs phares à l'époque, Philips, qui commence à diversifier et à délocaliser. Donc il délocalise vers la Hongrie, le Brésil, l'Argentine, vers un certain nombre de pays. L'étape d'après, de nouveaux concurrents arrivent. Deux gros, Samsung et LG, que l'on ne connaissait pas forcément avant, mais qui bénéficient d'une politique industrielle très forte dans leur pays, avec des investissements de masse dans des plans de développement de l'électronique, pour prendre des marchés sur le marché de l'électronique et des téléviseurs en particulier. Donc là, c'est plusieurs milliards de dollars qui sont investis constamment dans des nouveaux sites de production. Et le résultat, c'est que en 2015, ces deux marques-là représentent, ou les marques coréennes représentent à peu près un tiers du marché mondial de téléviseurs. La conséquence directe, alors pas la conséquence directe, mais comment ils ont réussi à pénétrer le marché. La première chose, c'est alors un aspect industriel, c'est la productivité, de nouvelles usines robotisées, nouveaux moyens de production. Ça permet d'automatiser et de réduire les coûts. La deuxième chose, c'est l'aspect économique, c'est la vente à perte. La vente à perte en Europe. La vente à perte en Europe est tolérée et permise. On a le droit de vendre à perte en Europe. Ce qui est interdit, c'est le dumping. Le dumping, c'est vendre moins cher dans un pays d'exportation que dans son propre pays. Les coûts très bas, les prix très bas de vente en Corée ont permis de vendre à perte dans d'autres pays. Et cette politique industrielle a permis aux Coréens d'imposer un rythme de décroissance, alors qui a beaucoup profité aux consommateurs. On est très content d'avoir ce genre de choses. Mais sur les 25 dernières années, les téléviseurs systématiquement ont baissé de 10%. Le coût d'un téléviseur à l'achat a baissé de 10% chaque année, pendant 25 ans. Alors à ce rythme-là, eh bien, tous les concurrents des Coréens ont déposé les armes. Mitsubishi, JVC, Fujitsu, NEC, Pioneer, que je citais tout à l'heure, tous arrêtés entre 2009 et 2013. Sharp aussi, Sony s'est recomposé pour pouvoir être un peu plus performant, mais c'est très difficile. Et en France, notre petite usine d'Angers a fermé en 2012 et maintenant c'est une friche industrielle. Donc vous voyez, la désindustrialisation, c'est aussi des rouages macroéconomiques avec cet aspect de la mondialisation. Une autre cause, vous connaissez tous la poire. Alors c'est un symbole, cette voiture, la Renault 14. On n'en croise plus beaucoup, mais c'est un symbole du moyen de gamme français dans les années 80-90. En France, donc le secteur emblématique de l'automobile était positionné sur le moyen de gamme. Alors très bien, Renault, Peugeot, Citroën se partageaient le marché français, le marché européen, mais pour l'exportation, eh bien, c'était un peu compliqué. Trop cher pour le low cost, trop cher pour exporter, et bien sûr pas assez de qualité pour pouvoir concurrencer les berlines allemandes notamment qui se déployaient. Et donc c'est quelque chose que l'industrie française a toujours eu
comme défaut, c'est pas un positionnement low cost, pas un positionnement haut de gamme qui nous permettrait de faire un certain nombre de choses, mais un positionnement middle class qui nous empêche d'exporter. Alors, sur la courbe des exportations automobiles, vous voyez la différence flagrante entre les exportations françaises et les Allemands qui ont bien sûr très très bien compris avec l'ensemble de leur voitures haut de gamme cette mécanique. Alors, la deuxième question que je voudrais partager avec vous, c'est est-ce que c'est possible, mais surtout pourquoi réindustrialiser pourquoi est-ce vital pour notre économie? Alors vous avez déjà eu un premier aspect sur le PIB, sur la création de valeur. Le point important, c'est la balance commerciale française. Le PIB mesure ce que l'on produit en interne. C'est comme dans une famille, c'est ce qui tourne à l'intérieur de la famille, sans forcément la création de valeur ajoutée. C'est de l'argent qui circule. La balance commerciale va mesurer deux choses. Mesurer les exportations de biens et de services et les importations. C'est tout l'argent qui va rentrer dans un pays. Alors là aussi, on est plutôt en mauvaise posture. Si la France, si nos importations sont supérieures aux exportations, eh bien la France s'endette. Ça veut dire que pour payer nos infrastructures, l'éducation, les soins, toute notre cortège d'infrastructures, nous n'avons pas forcément suffisamment d'argent pour financer ces différents projets. Donc l'idée, c'est essayer de contrebalancer cette balance commerciale qui, voilà la courbe, vous voyez, depuis très longtemps maintenant est structurellement déficitaire. Vous avez en rouge les imports et en bleu les exports. Avec l'évolution du solde, on court derrière les exportations depuis un certain nombre d'années. Et je reviens sur ce problème de moyen de gamme. Tant qu'on sera sur du moyen de gamme, on aura du mal à exporter. Ça, c'est la courbe. Ça, c'est le chiffre qui fait mal. Déficit 2016, 50 milliards de dollars, la balance commerciale cumulée. Et nos voisins allemands, 250 milliards d'euros. Donc, mécaniquement, pendant que nous, on court derrière cette courbe, eh bien, les Allemands peuvent participer au développement de leurs universités, au développement de leurs incubateurs, de leurs aéroports, etc., etc. C'est de l'argent qui rentre dans les pays et qui permet de développer ce genre d'infrastructures. Pour avoir une vue un peu plus précise sur ces exportations, et là ça va aussi permettre d'avoir une réflexion. Ça, ce sont les sources 2015. Ce que l'on a exporté le plus en 2015, c'est l'aéronautique, ce sont des Airbus. Donc on a bénéficié en 2015 d'un appel d'air. Airbus a vendu beaucoup d'avions, heureusement. Ils sont arrivés premiers, ça fait rentrer de l'argent, mais c'est fluctuant d'une année sur l'autre. Et quand on regarde ce qui arrive derrière, on retrouve des produits beaucoup plus franco-français. Le deuxième, c'est les vins et spiritueux. Parfums et cosmétiques avec L'Oréal notamment et toutes les grandes marques françaises de cosmétiques. Les céréales, la France reste le grenier de l'Europe. On produit beaucoup et on exporte beaucoup. Et ensuite, fromage et produits laitiers. Donc l'agroalimentaire. Vous voyez, l'automobile et tous les autres produits manufacturiers de la métallurgie, par exemple, sont très loin derrière. Et là où on est extrêmement dépendant, c'est bien sûr l'énergie. La grande partie du déficit de la balance commerciale vient de l'énergie. Le gaz, le pétrole que l'on fait venir de l'extérieur. Donc là, il y a bien sûr un point critique, c'est développer effectivement les exportations avec un levier industriel, mais aussi réduire notre facture énergétique.
pourquoi réindustrialiser aussi si on part sur quelque chose de beaucoup plus pragmatique? C'est une spirale vertueuse. Plus on a d'usines, plus on pourra produire. Ça, c'est une vérité de la palisse, mais prenez une entreprise comme L'Oréal. L'Oréal a des centres de recherche et de développement en France. Il développe des nouveaux projets. Plus on a d'entreprises positionnées en France et des entreprises, des grandes entreprises, des PME, des ETI qui sont positionnées en France, on va avoir des centres de recherche et de développement en France. Et il y a quelque chose de systématique. Généralement, quand on a un centre de recherche et de développement dans un pays, on a forcément un atelier de production à côté. C'est pas toujours un ou plusieurs ateliers de production, mais généralement, on a de la production pas loin du centre de recherche, pour la rapidité d'exécution. Quand on a de la recherche et développement, on a bien sûr de l'enseignement, on a des laboratoires de recherche, on a des structures qui permettent d'accompagner ces laboratoires de recherche, ces centres de recherche et les entreprises. Donc c'est un cercle vertueux. Si on a des centres de recherche et développement et de l'enseignement, on a nécessairement aussi des startups qui voient le jour. Start-up, c'est aussi de la création. Alors, on a un certain nombre de start-up qui voient le jour. La pente est plutôt optimiste pour la création de start-up. Le problème, c'est que les start-up restent start-up. Et si on continue à développer l'industrie, ça permet aussi d'avoir pour ces start-up des moyens de production. Le problème que l'on a en France, c'est les start-up qui arrivent au bout de 5-6 ans, qui passent d'un mode prototype à un mode de fabrication de série, de trouver des ateliers de production, des entreprises qui sont capables de les héberger pour développer leurs moyens de production. Voilà, donc vous avez une spirale vertueuse qui est claire, hein, c'est plus on a d'entreprises, plus on a d'usines de production, plus on a cet automatisme industriel, plus effectivement ça va se développer. Le dernier point, c'est un problème de levier aussi. Pourquoi réindustrialiser? C'est une étude de l'INSEE donc, qui date un peu là, de 2012, mais qui permet de dire clairement, cette étude, un emploi créé dans telle industrie induit X emplois notamment dans les services. Alors l'exemple, c'est vous prenez l'aéronautique, vous avez un emploi créé dans alors c'est pas d'emploi, mais une unité de valeur ajoutée dans le secteur de l'aéronautique, créer 4,8 unités de valeur ajoutée dans le reste de l'économie française, puisqu'il y a des fournisseurs, il y a effectivement des laboratoires de recherche, il y a tout ce qu'on a vu auparavant. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on crée un emploi industriel, il y a toute une structure, bien sûr, économique, sociale qui se développe. On a besoin de docteurs, on a besoin de profs, on a besoin d'un certain nombre de choses pour accompagner ces industriels. Alors, la question suivante, c'est comment réindustrialiser? Eh bien là, je vais commencer à vous donner des idées très larges. Je n'ai pas de baguette magique, personne n'a de baguette magique. Mais je vais vous donner quelques exemples ou insister sur un ou deux concepts. Alors, je vous montrais tout à l'heure les Philips, etc., les Japonais. Il est totalement impensable, impossible de fabriquer des téléviseurs en France. À l'heure actuelle, ça coûte beaucoup trop cher. Et cependant, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est une marque qui s'appelle Agathe. Totalement inconnue. Je vais vous les présenter. L'entreprise Agathe conçoit et fabrique des téléviseurs encastrables dans les murs sans ventilation. C'est le point de départ de l'entreprise, le point de départ de l'activité qui a été créée en 2004. Au départ, on fabriquait surtout des téléviseurs destinés au monde de la salle de bain et de la cuisine haut de gamme, pour le résidentiel donc, et très vite on est allé vers le monde de l'audio et de la vidéo, pour nous permettre d'avoir plus de produits, plus de marchés. Donc aujourd'hui on a des écrans qui font de 30 cm à plus de 2 mètres de diagonale et on a 3 marchés principaux, le résidentiel, haut de gamme, le yachting et l'hôtellerie. L'hôtellerie étant le marché sur lequel on se développe le plus fortement, qui est le plus prometteur pour permettre à Agathe de se développer au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de l'activité.
L'innovation chez Agathe, c'est primordial pour permettre de se démarquer de la concurrence, parce qu'aujourd'hui on exporte jusqu'à Singapour et par rapport à nos concurrents internationaux, il faut qu'on puisse avoir des éléments différenciants. Donc on a conçu différents produits pour s'adapter aux besoins, comme le téléviseur en deux parties. Donc on a séparé la dalle LED de toute l'électronique qui normalement est dans le téléviseur pour faciliter la maintenance des hôtels principalement et pour permettre aussi au téléviseur d'être upgradable dans le temps. On a travaillé sur un détecteur de mouvement 3D qui permettrait de contrôler le téléviseur, de remplacer la télécommande étanche du téléviseur en salle de bain. Et puis on travaille sur l'amélioration de miroirs. Donc on a un miroir exclusif chez nous qui s'appelle le Premium, qui permet vraiment de se différencier de la concurrence en termes de qualité de reflet, qualité de miroir. Et c'est très technique, mais ça permet vraiment d'avoir une identité propre. En 2013, on a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on a fait plus 20% en 2014, on pense faire plus 60% cette année. Tout ça passe par l'embauche de nouvelles personnes, mais aussi c'est rendu possible grâce à l'innovation. On prévoit de multiplier encore ce chiffre d'affaires, passer à 10 millions d'euros d'ici 2018, parce que le marché est là, parce que notre image de marque nous permet de conquérir des nouveaux marchés. Toute cette progression, toute cette métamorphose d'Agathe va forcément passer par des investisseurs extérieurs. Vous voyez, il y a une phrase qui est extrêmement importante. Je vous parlais du positionnement moyen de gamme. Là, on a typiquement une PME, donc c'est une PME lyonnaise qui construit des téléviseurs. Alors, pour l'instant, c'est fabriqué en France, c'est made in France, avec des composants qui viennent effectivement pour un certain nombre de l'étranger, notamment la dalle. Mais vous avez la phrase qui est clé, c'est pour Agathe, l'innovation est capitale. Un des points importants et vital pour l'industrie, ça sera l'innovation. Alors l'innovation, la définition de l'innovation, deux composantes, la nouveauté, donc créer quelque chose de nouveau, et la mise en œuvre réussie. Le point important, c'est aussi l'innovation se développe dans un certain nombre de points. Alors produit, process. Process, c'est quelque chose qu'on a déjà en tête. Les services, c'est effectivement quelque chose que l'on est en train de positionner. Tous les pays essayent de positionner leurs services. Toutes les startups, ce sont souvent des startups de services. Mais il y a aussi d'autres points sur lesquels on peut travailler et s'améliorer. C'est le management des entreprises. Et aussi tout ce qu'on peut appeler l'environnement, le contexte, faire des innovations sur les normes, sur un certain nombre de choses. Alors il ne faut pas oublier que l'innovation est capitale pour le développement de l'industrie. Alors, où en est-on en termes d'innovation ? Il y a un index donc, qui a été créé par Cornell University, l'INSEAD, donc, qui est une école de management française, qui est située à Fontainebleau, qui essaye de mesurer un peu, donc, via le Global Innovation Index, le positionnement de tous les pays sur l'innovation. Et vous voyez que dans ce positionnement, la France est là. Bon, alors, on peut faire mieux. On prend vraiment tout ce qui... je vous invite à aller faire un tour sur leur site internet. On prend tout ce qui peut favoriser donc l'innovation en termes d'éducation, d'infrastructure, de culture, etc., etc. Donc la France est là, mais vous voyez que on est loin derrière les trois leaders, la Suisse, la Suède et les Pays-Bas. En termes d'investissement en recherche et innovation, là, c'est la dépense en recherche et développement, donc en pourcentage du PIB. Alors, attention, c'est en pourcentage du PIB, c'est pour ça que la Chine est derrière nous. Mais vous voyez, en termes de fluctuation, si on regarde la pente, en France, on stagne. Notre PIB, voilà, si vous suivez un peu l'actualité, était à peu près en petite croissance.
la Chine, vous voyez, depuis un certain nombre d'années, est en marche forcée. Et effectivement, le PIB de la Chine n'est pas du tout le même que le PIB de la France. Et vous voyez nos voisins allemands, toujours eux, qui sont largement en tête. Donc en termes d'innovation, il y a des choses qui se passent, mais on est toujours en décalage. Une autre, j'insiste sur ça, hein, sur ce décalage, c'est une culture de l'innovation à développer. Là, c'est les résultats avec l'Institut de la réindustrialisation. On avait fait un sondage, une enquête auprès de PME, et on avait posé la question à des entreprises: avez-vous des projets d'innovation en cours? Quand on regarde toutes les entreprises, quand même un certain nombre, plus d'un tiers avaient dit non, on n'a pas de projet d'innovation. Et quand on regarde les PME, c'est plus d'une entreprise sur deux n'avait pas de projet d'innovation. Sans innovation, une entreprise meurt. Votre rôle en tant que futur cadre dans l'industrie, alors vous allez être futur ingénieur ou autre, votre rôle, ça sera de promouvoir constamment l'innovation et d'entraîner cette mécanique de l'innovation. Un autre levier sur lequel on peut se positionner, la réflexion qu'on peut avoir, c'est l'industrie du futur. Alors l'industrie du futur, vous avez tous entendu parler, j'imagine, de l'industrie 4.0, c'est très à la mode en ce moment. L'industrie 4.0 a vu le jour en Allemagne en 2012, et tiens, comme par hasard, les Allemands, avec plutôt les leaders industriels allemands, Siemens, Bosch, etc., qui partent du constat que maintenant l'industrie c'est totalement automatisé, donc ça va modifier considérablement tous les métiers de l'industrie. L'industrie 4.0 donc se propage partout dans le monde. En France, on prend le terme industrie du futur, qui permet d'englober aussi l'aspect management, l'aspect ressources humaines, l'aspect compétences dans ce phénomène-là. Mais ce qui est intéressant sur l'industrie du futur, c'est que vous avez un certain nombre de nouvelles technologies qui vont permettre de développer certaines industries. Blockchain technologie. La blockchain, peut-être que si vous vous intéressez aux monnaies virtuelles comme le Bitcoin, vous en avez entendu parler, mais c'est quelque chose qui est aussi en place dans l'industrie. Un exemple avec Carrefour qui travaille sur la traçabilité de ses poulets avec cette technologie de blockchain. Vous avez tout un tas de... Voilà, les drones, par exemple, la SNCF qui maintenant commence à faire de la maintenance de ces voies avec des drones. La cybersécurité, je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, il y a eu le premier accident mortel d'une voiture sans pilote. Voilà, la cybersécurité, ça va être forcément un point important avec toutes ces informations qui vont circuler. Le database management, on crée beaucoup d'informations qu'il va falloir interpréter. Plein de nouveaux champs d'activité sur lesquels votre génération, vous allez être directement impliqué. On prend la fabrication additive métal, où on peut fabriquer de nouvelles pièces totalement révolutionnaires avec ce procédé-là. En 2019, on va s'équiper d'une fabrication additive métal sur le site de Nanterre, de l'autre côté de la rue. Donc on va pouvoir aussi se positionner dessus. Alors, plein de choses, effectivement, que notamment les ingénieurs vont pouvoir développer. Après, je vais essayer de minorer. En France, 36 000 ingénieurs par an. C'est ce qu'on forme. Mettre tout ça en perspective, hein, le besoin actuel en Inde ou en Chine, c'est 1 500 000 ingénieurs. Donc les 35 000 ingénieurs, dont certains d'entre vous allez faire partie bientôt, oui, vous allez devoir vous battre, armes égales, je ne sais pas, mais vous n'allez pas pouvoir vous battre sur tous les champs d'activité, mais sur un certain nombre. Un facteur c'est un exemple d'industrie 4.0, c'est une thématique qui s'appelle la robocalisation, donc une contraction de robotique et de relocalisation. Et vous voyez là encore, c'est toujours par rapport à nos voisins allemands. En gris, vous avez la densité de robots en France, et en jaune, en Allemagne. On est largement déficitaire. Et toujours pour recadrer un peu le débat, je propose une deuxième petite vidéo de ce qui se passe actuellement en Chine. Et ce qui vous attend dans l'industrie du futur.
Alors je vous laisse imaginer comment ce mode de fonctionnement peut révolutionner notre monde industriel, mais aussi je vous laisse toute réflexion sur comment ça peut révolutionner notre modèle social. Alors, pour finir, pour le dernier quart d'heure, quand même, histoire de vous donner quelques raisons d'espérer, où en est-on à l'heure actuelle sur la réindustrialisation ? Première chose, c'est que tous les clignotants sont en vert en termes d'industrie. Ça marche, oui. En termes de facteurs de développement. Déjà, on a des gros leaders industriels. Vous les connaissez tous, hein, Dassault, Airbus, Renault, Nissan, etc., etc. J'aurais pu mettre d'autres entreprises, du BTP, L'Oréal. On a des mastodontes industriels en France. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et ça, c'est un peu nouveau dans le paysage, ça s'est structuré depuis 2010. Pendant très 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 longtemps, la France n'a pas eu de politique industrielle. On avait, si vous regardiez la représentation à l'Assemblée nationale en termes d'industriel, il n'y avait personne. Le dernier véritable ministre industriel, c'était Francis Maire en 2006. Et depuis 2010, donc il y a eu plusieurs gouvernements qui ont essayé de structurer ça. On a une structure industrielle en France, on a une réflexion qui est un peu synthétisée par l'Alliance Industrie du Futur, donc qui regroupe des industriels, des écoles. Le CESI est une des quelques écoles faisant partie de l'industrie, de l'Alliance Industrie du Futur. On a des logos comme, c'est pas des logos, mais des associations, le French Lab pour le développement des startups à l'international, la French Tech pour développer tout ce qui est numérisation. Vous voyez, il y a des choses qui se passent, tout ça c'est très très récent. On a deux choses. Alors la CTI, c'est pas la CTI qu'on connaît dans l'école d'ingénieurs, ce sont les centres techniques qui se développent, qui se focalisent sur l'accompagnement des PME et des entreprises dans l'innovation. Les instituts Carnot aussi qui sont liés, qui sont la réunification des entreprises et des laboratoires de recherche toujours dans l'innovation. BPI France qui est le banquier des industriels. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'est structuré depuis ces dernières années et qui laisse de bonnes raisons à espérer un développement de l'industrie. Alors, le premier résultat, vous voyez, là c'est avec donc le cabinet Trendéo, c'est les différentes courbes, c'est le solde des entreprises qui ferment et des entreprises qui ouvrent. Le rythme de fermeture diminue, donc il y a de moins en moins d'entreprises qui ferment en France. Vous allez me dire, on en a fermé tellement qu'il n'en reste plus beaucoup. Et il y a quand même à peu près 150 ouvertures d'usines en France chaque année. Et depuis l'année dernière, on est sur un solde positif de création d'usines en France. Ça faisait très très longtemps que ça ne nous était pas arrivé. On partait de très très loin. Et donc le corollaire de ça, c'est l'évolution de l'emploi net dans la production industrielle. Là, depuis 2009, vous avez vu, depuis 2016, on passe sur un solde positif. Et depuis l'année dernière, 2017, on crée de l'emploi industriel en France. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors, j'insiste pas sur le fait que, oui, la France, il faut qu'on ait une vision mondiale de cette réindustrialisation. On a des mastodontes, hein, l'Amérique du Nord est en plein boom. Il y a 3 locomotives, l'Amérique du Nord, la Chine et l'Inde. Mais en Europe de l'Ouest et en France, on a aussi un certain nombre de sites qui apparaissent. Alors, on développe avec l'Institut un baromètre mondial des investissements industriels, donc avec l'Institut qui regroupe le CESI, bien sûr, Trendéo, le groupe FIV et EDF, et on recense toutes les créations de sites industriels partout en France et dans le monde. Et vous voyez, ça c'est le tout dernier baromètre. Ce sont les créations de sites industriels en France. Vous en avez à peu près une trentaine annoncées dans l'année 2017. Toujours via ce baromètre, on essaye de recenser un peu ces entreprises et de les catégoriser via des critères d'usines du futur. Donc là, c'est la localisation, la géolocalisation des meilleurs projets. Ce que l'on peut voir, c'est que
Il y a quelques années, on avait encore des méga cathédrales industrielles qui voyaient le jour. C'est toujours d'actualité. Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, veut faire une immense ville Facebook pour abriter tous ses salariés. Donc il y a toujours cette réflexion. Mais ce que l'on voit, c'est de plus en plus des sites qui se relocalisent. Alors j'aime pas forcément ce mot-là parce que c'est pas lié à une délocalisation, mais on se rapproche avec des petits sites de 50, 100 personnes des lieux de production. Et donc parmi ces projets, 2 exemples qui se passent en France. Un exemple, donc une usine extrêmement automatisée à Cognac, sur l'embouteillage de Cognac, et une autre sur la fabrication d'huile essentielle dans le sud. Voilà, donc il y a des choses qui se passent effectivement dans l'industrie en France. Et je voulais finir avec un exemple qui est ici. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, Ramesh Kossi. Je vais vous faire voir la petite vidéo. Et ça, je vais finir avec ça, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Enfin, c'est plein d'espoir surtout. Notre intelligence artificielle pourrait interpréter certaines données manquantes pour les reconstituer grâce à l'angle du drone. Ça peut être sympa. L'idée de faire des robots commençait à me tarauder depuis longtemps. Je suis fan de R2, de Star Wars, de Marvels. J'ai toujours la tête dans les étoiles, ça part dans tous les sens. D'avoir plus de liberté me permettra de faire des choses encore plus passionnantes. Chez Partnering Robotics, on a inventé Dia-One. C'est le premier robot au monde neuro-inspiré, c'est-à-dire qu'il est doté d'intelligence artificielle qui lui permet de naviguer de façon autonome dans des grands environnements, des plateaux de 500, 1000 m² et plus, et de performer des services. En l'occurrence, aujourd'hui, il est capable de détecter les pollutions de l'air, d'épurer l'air et de créer des big data, des cartographies de l'air intérieur. C'est une première mondiale, on est très fiers de ça. Et demain, grâce à Dia-One, qui est une plateforme ouverte, on pourra accueillir plus de services et faire que le robot soit de plus en plus utile. J'ai toujours des projets pour créer, j'ai d'autres produits que j'ai envie de faire, d'autres services que j'ai envie d'imaginer. Moi, ce que je veux, c'est bâtir quelque chose qui permette de créer plus de jobs. Parce que nous, c'est ce qu'on veut faire. On veut montrer qu'en France, grâce aux nouvelles technologies, on peut créer pas simplement des emplois dans le digital, mais des emplois industriels. Tout le monde va pouvoir bénéficier de la valeur que l'on crée. BPI France, c'est une rencontre qui est importante. Ça nous permet d'accéder à des crédits avec des taux intéressants. C'est aussi une rencontre pour nous rendre plus crédibles en étant classés à Excellence. Ça nous a permis d'avoir l'oreille d'autres institutions. Grâce à BPI France, on va pouvoir passer à la vitesse supérieure. Ça va nous permettre de recruter plus, d'être plus ambitieux, de prendre un peu plus de risques sur certains services à développer. Je suis un peu comme Obélix, je suis naturellement motivé et tous les jours, et ça, c'est mes limites. Voilà, je voulais vous présenter cette PME avec Ramesh Kossi, alors qui est extrêmement sympathique et extrêmement brillant, mais qui a une ambition forte. C'est avec son robot. Il a décidé de faire le pari de pouvoir construire et de produire 100% de son robot en France, en région parisienne. Donc il doit être à côté de la gare de Cergy à l'heure actuelle, avec une 50aine de salariés. Mais vous voyez, c'est une PME qui va tendre à se développer et qui a un très très fort potentiel. Donc j'espère que parmi vous, il suffit qu'il y en ait 2 ou 3 qui ont ce potentiel-là et l'industrie va pouvoir redémarrer. Voilà, je vais en rester là. Merci de votre attention. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.